Relationnellement Vôtre, un podcast pour votre épanouissement relationnel qui tient compte de vos dimensions physiques, psychologiques et spirituelles. Hello, on se retrouve en tête-à-tête cette semaine pour le 24e épisode de Relationnellement Vôtre. Je commençais à prendre goût aux interviews. Allez, l'épisode de la semaine dernière nous a apporté quelques éclairages sur la relation parent-enfant. C'est d'ailleurs une relation où nous pouvons être convaincus de bien faire et finalement, quand on entend les retours des enfants devenus grands, il est possible de réaliser que ça n'a pas vraiment eu l'effet recherché. Et oui, il y a parfois ce que j'appelle des faux amis dans nos comportements vis-à-vis de ceux que nous aimons. Par faux amis, je veux parler de ces modes de fonctionnement utilisés en étant convaincus de leurs bienfaits, mais avec le temps, ces mêmes comportements s'avèrent être douloureux, voire toxiques pour la relation et ses membres. Ça ne se produit pas que dans la relation parent-enfant, les faux amis peuvent se retrouver dans n'importe quelle relation. Du coup, j'aimerais passer quelques épisodes sur ces faux amis, et plus particulièrement sur 4 d'entre eux. La surprotection, l'absence de limites ou la tolérance excessive, l'évitement du conflit et la suradaptation. Nous allons prendre le temps d'un épisode par faux amis pour voir ensemble la définition, les caractéristiques, les causes, les conséquences sur la relation, sur les autres et sur soi. Si vous voulez savoir comment rattraper le coup une fois que ces faux amis se sont installés dans la relation, je vous propose de vous abonner à Relationnellement Vôtre si ce n'est pas déjà fait, car je vous partagerai quelques clés dans la vidéo bonus du mois de juillet et dans celle du mois d'août. À la base, la protection, la tolérance, le conflit, l'adaptation sont nécessaires au bon fonctionnement de nos relations et n'ont rien de problématique en soi quand on sait les doser. C'est leur absence ou leur surdosage qui les rend dommageables pour les autres, pour soi ou pour la relation. C'est en cela qu'ils peuvent être des faux amis. On peut continuer à croire qu'ils servent la relation, qu'ils sont bénéfiques à chacun, alors qu'on a atteint le stade où ce n'est plus le cas. Dans cet épisode, voyons ensemble la surprotection. Alors, qu'est-ce que la surprotection ? Eh bien, la surprotection consiste à un excès de protection, comme son nom l'indique. C'est un mode de fonctionnement fréquent d'un parent envers son enfant, mais pas uniquement. Une fois adultes, certains enfants surprotègent leurs parents âgés. On peut aussi faire preuve de surprotection vis-à-vis de son conjoint, vis-à-vis de son frère, sa sœur, de ses amis, d'un collègue de travail, d'une collègue de travail, ou vis-à-vis de soi. Vous vous demandez peut-être comment reconnaître une personne surprotectrice. Eh bien, une personne surprotectrice aura tendance à être dans l'hypervigilance, une vigilance accrue qui amène à être à l'affût du danger. Elle aura aussi une anticipation des situations problématiques en réfléchissant aux solutions en amont avant même que la situation ne se présente. Si une situation compliquée arrive, la personne surprotectrice va tenter de la gérer sans que ça se sache. Son objectif étant d'épargner tout ressenti désagréable ou douloureux à ses proches, même une mauvaise nouvelle. Une autre caractéristique, c'est une méfiance plus ou moins marquée vis-à-vis de toute personne qui s'approche d'elle ou des personnes aimées, avec des réactions qui peuvent être agressives, voire violentes, quand elle perçoit que l'intention de la personne qui s'approche est malveillante. Il y a aussi un mode de fonctionnement directif chez la personne surprotectrice, avec un besoin de contrôler tant les situations que les personnes pour s'assurer que tout se passe bien. Elle va donc volontiers organiser, planifier, lister, prendre des décisions pour tout le monde sans forcément demander l'avis de chacun, imposer sa loi, mais non pas par complexe de supériorité, vraiment dans une démarche de soin, dans une démarche d'épargner aux autres le côté désagréable, les inconvénients de toute cette gestion. Et en plus, dans la mesure où elle a confiance en elle et en sa capacité à faire face, elle a la sensation qu'elle est la personne de la situation. De ce besoin de contrôle découle un besoin de savoir qui est parfois vécu comme intrusif par l'entourage, parce qu'il y a des avalanches de questions assez poussées, même parfois déplacées, pas par curiosité malsaine. Vraiment avoir les informations pour pouvoir conseiller, pour pouvoir aider, pour pouvoir réagir si besoin. Ensuite, il y a aussi une tendance à imposer sa présence, qui peut être vécue comme envahissante, avec la peur qu'on ait besoin d'elle et qu'elle ne puisse pas être là, ou qu'il se passe quelque chose en son absence. Une autre caractéristique, et là c'est plus dans le cas de la surprotection de soi, il peut y avoir une tendance à s'isoler, de manière à se protéger des autres, à éviter les souffrances des relations avec les autres. La personne surprotectrice peut aussi avoir tendance à avertir, à conseiller de manière répétée, que ce soit elle-même ou les autres, avec des expressions telles que « fais attention à ci, fais attention à ça, sois prudent, sois prudente, pense bien à vérifier telle ou telle chose ».
Il y a une certaine difficulté pour la personne surprotectrice à se rendre compte de son mode de fonctionnement. Du coup, elle peut être blessée ou se braquer quand on lui fait remarquer qu'elle va trop loin. Elle ne comprend pas le reproche parce que son désir est juste de prendre soin de ce qu'elle aime. Enfin, une dernière caractéristique qu'on peut citer en exemple, ce sont les réactions des proches, les réactions de l'entourage de la personne surprotectrice, des réactions telles que « tu m'étouffes, laisse-moi tranquille », arrête, je ne suis plus un enfant, je ne suis plus une enfant, je peux me débrouiller tout seul, je peux me débrouiller toute seule, je n'ai pas besoin de toi, etc. Si vous vous reconnaissez ou si vous reconnaissez un de vos proches à travers ces caractéristiques, le but n'est pas de vous culpabiliser ni de culpabiliser l'autre, mais d'amener une prise de conscience, de mettre en évidence un comportement excessif qui aura probablement besoin d'être modéré pour votre bien et celui de vos relations si vous voulez avancer relationnellement épanoui. D'ailleurs, pour amener un comportement à évoluer, comprendre ses origines et dans quel sol sont plantées ses racines est un premier pas. Voyons donc d'où vient ce mode de fonctionnement surprotecteur. Bien souvent, la personne qui surprotège le fait à cause d'insécurité, de peur, d'angoisse liées à sa propre histoire. Ça peut être par peur de perdre un être cher, c'est une peur qui peut parfois basculer dans une angoisse d'abandon. Il y a aussi la peur de voir des êtres chers souffrir, la peur de souffrir en voyant des êtres chers souffrir. Il y a les traumatismes du passé, les situations marquantes et douloureuses qu'on a peur de revivre et qu'on veut éviter aux autres. Et puis il arrive parfois qu'une personne surprotectrice le soit en pensant que c'est son devoir de parents, de grands-parents, de grands frères, de grandes sœurs, etc. Cette mission peut être véhiculée par la culture d'origine, la culture familiale ou par des convictions personnelles. Par exemple, lorsqu'une fratrie perd très tôt ses parents, l'un des enfants, bien souvent l'aîné, va s'imposer de protéger ses frères et sœurs et de prendre soin d'eux, sachant que cette démarche peut devenir involontairement excessive. Tout ceci rappelle combien la surprotection est vraiment un faux ami. Elle part d'un bon sentiment, d'une démarche bienveillante, c'est vrai. Mais dans la mesure où la source est faite d'insécurité, de peur et d'angoisse, le mode de fonctionnement sera de la même intensité que les ressentis sous-jacents. Voilà pourquoi il bascule bien souvent dans des comportements extrêmes, rigides et difficiles à maîtriser. Malheureusement, la surprotection n'est pas sans conséquences. Il y a non seulement des répercussions sur les autres, sur la relation et aussi sur soi. Voyons lesquelles. Alors tout d'abord, voyons les répercussions d'un comportement surprotecteur envers un enfant. Lorsqu'un parent surprotège son enfant, il peut malheureusement l'enfermer dans une bulle, le mettre sous cloche pour lui éviter les dangers et les souffrances de la vie, ce qui ne reflète pas la réalité du monde dans lequel nous vivons justement. Donc non seulement l'enfant ne sera pas suffisamment équipé pour faire face à ce qui se passe en dehors de la bulle, mais il risque de développer des angoisses ou d'autres troubles psychologiques une fois hors de cette bulle, se retrouvant dans un environnement où tout est vécu et perçu comme un danger potentiel pour lui. De plus, un parent surprotecteur est bien souvent un parent qui va avoir tendance à faire à la place de l'enfant. C'est une démarche bien intentionnée, sauf qu'elle endommage la construction de l'estime de soi et de la confiance en soi de l'enfant, qui ne pourra pas se rendre compte qu'il est capable de faire les choses, qu'il sait les faire et surtout qu'il sait les faire seul. Les enfants qu'on surprotège ont du mal à accepter de grandir et à se détacher de l'adulte. Ce sont des enfants qui manquent d'autonomie et qui fuient les responsabilités. Ensuite, les conséquences de la surprotection sur un adulte. Qu'il s'agisse de votre partenaire de vie, d'un de vos parents, d'un frère, d'une sœur, d'une amie, d'un collègue, d'une collègue, les conséquences chez l'adulte sont assez similaires. Certains adultes vont manifester leur mécontentement, s'opposer fermement ou même mettre fin à la relation, et d'autres vont laisser faire. Une partie laissera faire par choix, et une autre partie plus par peur de s'opposer ou par peur que la relation s'arrête. Parmi ceux qui laissent faire, certains peuvent trouver des bénéfices secondaires au fait d'être surprotégés et parfois même infantilisés. Ils vont donc cesser d'assumer leurs responsabilités, vont laisser la personne surprotectrice tout gérer, tout porter, tout décider. Ils vont profiter des avantages de la situation en se dédouanant des inconvénients. Et s'il se passe quoi que ce soit, ils vont rejeter la faute sur la personne surprotectrice en disant « tu aurais pu y penser, c'était à toi de gérer ». D'un autre côté, ceux qui subissent la surprotection perdent progressivement en estime et en confiance en eux, doutant de leurs capacités et se demandant quelle est leur place, quel est leur rôle. Ils peuvent trouver une échappatoire en se réfugiant dans une activité, les jeux vidéo, la télé,
Netflix, pour ne pas le citer, le travail ou les associations sportives, les associations artistiques, les associations culturelles, ou sinon ils peuvent aussi se réfugier dans une autre relation, dans une amitié, une relation extra-conjugale, une relation professionnelle, etc. Il y a aussi le cas de personnes qui subissent la surprotection, mais qui ne trouvent pas de palliatif, entre guillemets, qui ne cherchent pas à compenser d'une manière ou d'une autre, et qui vont du coup progressivement glisser dans une dépression avec le temps. Au-delà des conséquences sur les autres, la personne surprotectrice aussi est confrontée aux conséquences de son mode de fonctionnement. Toutes les caractéristiques évoquées précédemment sont extrêmement lourdes à porter et énergivores pour la personne surprotectrice. Les personnes qui agissent ainsi peuvent bien souvent s'épuiser. Elles sont donc tout aussi sujettes aux dépressions qu'au burn-out lorsqu'il s'agit de surprotection sur leur lieu de travail. Ce sont des personnes qui culpabilisent systématiquement de ne pas avoir fait ce qu'il fallait ou de ne pas avoir assez protégé ce qu'elles aiment. Elles souffrent beaucoup des réactions négatives de leur entourage face à leur démarche et souffrent énormément de perdre des personnes auxquelles elles tiennent à cause de ce mode de fonctionnement et se sentent terriblement seules au final. Tant qu'elles ne se rendent pas compte que la surprotection est un faux ami, elles ne se remettent pas en question en restant convaincues de leur démarche bienveillante. Et du coup, ça a des répercussions sur la relation. Quelle que soit la relation, la première conséquence, c'est le risque de basculer dans une relation toxique, c'est-à-dire une relation où au moins un des membres est en souffrance, et le risque, c'est de voir la relation se dégrader au point de s'arrêter. Une autre conséquence de la surprotection quand elle est mal vécue, c'est que la relation va s'étioler sans pour autant se rompre. Une distance va s'installer, laissant une certaine froideur. La communication, l'échange, les temps passés ensemble sont moins fréquents, voire évités par la personne surprotégée. L'atmosphère de la relation devient pesante, la relation se dégrade sans qu'il y ait d'explication entre ses membres. La conséquence majeure de la surprotection, c'est l'infantilisation. La personne n'est plus traitée comme un vis-à-vis, ce qui entraîne un déséquilibre dans la relation. Et là, je parle bien sûr des relations entre adultes. Les places sont floues, les rôles inadaptés, et avec tout ce que ça entraîne comme glissement en termes de responsabilité, d'autorité, de prise de décision, etc. Une autre conséquence de la surprotection sur les relations, c'est le risque de basculer dans une relation de dépendance affective, avec un besoin constant d'être avec l'autre pour se sentir exister, se sentir utile, ça c'est du côté des surprotecteurs, et le besoin de se sentir en sécurité, se sentir rassuré, et ça c'est du côté des surprotégés. Vous vous demandez peut-être quoi faire si vous partagez une relation avec une personne surprotectrice. Eh bien, je dirais que le point commun majeur à toutes les relations, c'est la possibilité de faire appel à un professionnel, à une professionnelle. Je ferai pas de pub pour les psys, mais si, quand même un peu. Pour expliquer votre situation, déposer vos ressentis et prendre du recul afin d'y voir plus clair dans les alternatives qui s'offrent à vous. Cette démarche est celle que je recommande le plus, car bien que les clés que je vais vous partager soient utilisables, chaque situation est différente, est particulière, et la manière de procéder ne sera pas forcément la même en fonction des détails de votre situation. Alors, si la personne surprotectrice est un membre de votre famille, qu'il s'agisse d'un grand-parent, de vos parents, de vos frères et sœurs, de votre fils ou de votre fille, la première chose que je vous proposerais, ce serait de prendre un temps pour aborder le sujet, en commençant par exprimer votre reconnaissance vis-à-vis de l'attention et du soin que cette personne vous apporte, vous témoigne. Ça place la discussion dans une atmosphère douce et positive et ça favorise l'échange. Ensuite, vous pouvez essayer de comprendre pourquoi cette personne a tant besoin de vous protéger. Vous pouvez poser des questions pour tenter de comprendre ce qui l'amène à se comporter comme ça vis-à-vis de vous. Vous pouvez ensuite exprimer que désormais, vous la libérez de cette responsabilité, que vous vous sentez prêt, que vous vous sentez prête à l'assumer parce que vous en avez pleinement les capacités. Expliquez à cette personne surprotectrice que vous avez besoin qu'elle ait aussi confiance en vos capacités à vous protéger et à faire face aux situations qui se présentent, peu importe le danger. C'est vraiment quelque chose que vous pouvez mettre en avant, le besoin de sentir qu'on vous fait confiance. Si c'est nécessaire, vous pouvez leur expliquer ce qui est pesant pour vous dans la surprotection. Surtout, pensez bien à parler de ce que vous ressentez en commençant vos phrases par « je », parce que si elles commencent par « tu », ça signifie que vous êtes dans le reproche et ça risque de braquer votre interlocuteur et donc du coup de mettre fin à l'échange. Si cette personne surprotectrice est trop envahissante ou intrusive, vous aurez besoin de revoir votre position. Si vous aviez l'habitude de tout raconter dans ce que vous faites et si vous aviez aussi l'habitude de laisser la porte de chez vous grande ouverte, entre guillemets, acceptant que cette personne vienne n'importe quand et en
en demandant systématiquement son avis sur tout, vous aurez besoin de changer de comportement pour que cette personne change le sien. Expliquez-lui les changements que vous amorcez dans votre propre comportement et ceux que vous apprécieriez qu'elle apporte dans le sien. Et pour finir, exprimez-lui les limites que vous allez mettre en place au sein de la relation et que vous aimeriez qu'elle respecte. Maintenant, si la personne surprotectrice est votre partenaire de vie, là encore, il est nécessaire d'en discuter. Vous pouvez commencer par exprimer votre reconnaissance, comme j'ai pu vous le proposer dans le point précédent. Ensuite, vous pouvez lui demander si il ou elle a l'impression que vous avez besoin d'une protection accrue. Qu'est-ce qui lui fait entendre que c'est nécessaire dans votre comportement, dans vos mots, dans vos actes? Vous pouvez essayer de comprendre pourquoi il ou elle vous protège autant, une fois de plus, en questionnant et en étant à l'écoute des réponses, non pas pour juger, non pas pour reprendre ou corriger, encore moins pour reprocher, mais vraiment pour comprendre et réagir avec empathie. Exprimez-lui en quoi sa surprotection est compliquée à vivre pour vous au quotidien en exprimant vos ressentis, en commençant vos phrases par « je ». Réfléchissez bien ensemble et discutez de la manière dont votre couple pourrait fonctionner de manière équilibrée avec une juste dose de protection en respectant vos personnalités et vos vécus respectifs. Si la personne surprotectrice est un ami ou une amie, là encore, une fois de plus, la discussion est importante en commençant par exprimer votre reconnaissance. Ça peut vous paraître redondant et bizarre, mais pourtant c'est vraiment efficace pour poser une atmosphère dès le départ, d'échange, doux, paisible. Vous n'êtes pas là pour attaquer, vous n'êtes pas là pour menacer, reprocher, vous êtes vraiment là pour échanger, comprendre et amener une évolution, mais dans l'amour. Demandez-lui si votre comportement laisse entendre que vous avez besoin d'être autant protégé. Par rapport à ces réponses, essayez de comprendre d'où vient ce mode de fonctionnement, posez-lui des questions, tout en respectant ce que votre ami se sent prêt à vous livrer ou prête à vous livrer. J'insiste sur le fait de respecter ce que la personne se sent prête à livrer, parce que si vous êtes trop insistant dans des questions pour essayer de comprendre, même si votre démarche est bienveillante, la personne peut se braquer parce qu'elle aura la sensation que vous faites intrusion dans son intimité. Donc là, une fois de plus, vous y allez pas à pas tout en prenant bien en compte les réactions de la personne qui est en face de vous. Expliquez-lui ce qui vous semble pesant et difficile à supporter concernant la surprotection. Vous pouvez ensuite proposer de réfléchir ensemble et de discuter de la manière dont votre amitié pourrait fonctionner en respectant le besoin d'autonomie et de liberté de chacun, de chacune. Si la personne surprotectrice est un collègue ou une collègue de travail, eh bien je vais encore vous le proposer, mais la discussion est nécessaire et il est important de prendre le temps d'en parler avec la personne concernée, en commençant par une reconnaissance sincère pour poser un cadre d'échange doux et positif. Ensuite, vous pouvez essayer de comprendre une fois de plus d'où vient ce besoin de surprotéger, surtout au travail, dans la mesure où c'est pas une relation entre guillemets intime, ça reste une relation professionnelle. Vous pouvez éventuellement essayer de poser quelques questions en expliquant votre intention de comprendre, d'avoir des éléments pour voir la situation du point de vue de l'autre, une fois de plus en respectant ce que la personne se sent prête à vous partager de son histoire. On ne force pas. Expliquez-lui ce qui est inconfortable pour vous face à cette surprotection. Pensez à vous remettre en question sur ce qui, dans votre comportement, aurait pu laisser entendre que vous voulez être surprotégé au travail. En fonction des réactions de votre collègue, voyez s'il est possible de réfléchir ensemble et de discuter à la manière dont votre relation peut évoluer pour continuer à partager une relation professionnelle saine et équilibrée. Si vous fonctionnez dans la surprotection et que vous vous demandez comment faire pour vous modérer, eh bien, la première clé que j'aimerais vous partager, c'est de faire un travail sur vous, si possible auprès d'un ou d'une psychologue, afin d'apaiser les insécurités, les peurs, les angoisses contenues dans le sac à dos de votre vie. J'aimerais vous partager d'autres clés, mais pas dans ce podcast, sinon il durerait 2 heures. Pour le coup, ce sera le contenu de la vidéo bonus du mois de juillet. Les vidéos bonus sont réservées aux abonnés à Relationnellement Vôtre. C'est totalement gratuit. Par contre, le mot de passe pour accéder au bonus est fourni lors de l'inscription. Voilà pourquoi il est nécessaire de vous inscrire. Alors, pour illustrer ce faux ami qu'est la surprotection, j'aimerais vous partager le témoignage de Charlie. Charlie est fils unique. Il a grandi avec ses parents, à savoir une mère surprotectrice et un père effacé.
La mère de Charlie se décrit comme une anxieuse de par son histoire de vie plus grise que rose. Une anxiété qu'elle craignait de communiquer à son fils et qu'elle lui a transmis malgré elle à travers la surprotection. Charlie était un enfant qui avait peur de se blesser, de se faire gronder, de tomber malade, de ne pas être aimé. L'étiquette du gentil garçon lui était volontiers attribuée. Il a grandi dans un environnement très protégé par sa mère, qui veillait à ce que son fils ait tout ce qu'il voulait et n'ait pas d'effort à fournir à part pour sa scolarité. Étant institutrice, la mère de Charlie a fait en sorte qu'il soit scolarisé dans le même établissement qu'elle. Comme ça, elle pouvait garder un œil sur lui et intervenir rapidement s'il avait des ennuis avec des camarades ou s'il avait des difficultés scolaires. Ça a donc été le cas en maternelle et en primaire. Tout s'est très bien passé pour Charlie jusqu'à l'entrée au collège. C'est là que les ennuis et les angoisses ont commencé. Charlie se sentait très différent des autres. Il faisait ce qu'il pouvait pour se fondre dans le groupe, mais il se mettait énormément de pression. À cela se sont ajoutés plusieurs épisodes de harcèlement dont Charlie n'a parlé à personne. Il a commencé à prendre de plus en plus de poids, comme s'il se forgeait une carapace de protection. Charlie avait quelques copains avec qui il rigolait bien. Il avait trouvé une sorte d'équilibre, comme ça il a tenu les 4 années de collège sans dire un mot de ce qu'il vivait. Puis ensuite est arrivé le lycée. Avec un nombre important d'élèves, des cours plus difficiles, les angoisses sont devenues si envahissantes que Charlie a cessé de se lever pour aller en cours. Il a développé une phobie scolaire et s'est retrouvé déscolarisé à l'âge de 16 ans. Charlie s'est renfermé de plus en plus sur lui-même, passant ses journées sur les jeux vidéo. Ses seules sorties étaient pour aller à ses entraînements de sport, ses tournois ou pour promener son chien. Charlie se sentait de plus en plus mal dans sa peau. Plus il prenait du poids, moins il sortait. Un été, il a fait un malaise alors qu'il regardait un match sous le soleil durant de fortes chaleurs. Ça a été le déclencheur d'angoisse envahissante dès que Charlie mettait le pied hors de chez lui. Charlie ne sortait plus du tout. Il passait ses journées et ses nuits sur l'ordinateur, devant la télé ou sur les jeux vidéo. Ne sachant plus quoi faire, ses parents ont fait appel à une psychologue. Charlie en voulait énormément à ses parents et plus particulièrement à sa mère qu'il tenait responsable de son état. La mère de Charlie gérait tout, vraiment tout. Il a fallu du temps à Charlie pour apprendre à faire face à la vie, se forger ses propres outils et se rendre compte qu'il est équipé pour affronter le monde, s'assumer tout seul et construire sa vie. Ça a été un combat long et parfois douloureux, mais Charlie a persévéré, il s'est accroché à certains projets et à ses rêves. Il a réussi à sortir de chez lui, il a pu se remettre au sport qui est une passion pour lui. Il s'est trouvé une activité professionnelle qu'il peut exercer depuis son domicile en étant à son compte et il s'est remis à sortir, à passer du temps avec ses amis. Il a ainsi pu faire une belle rencontre qui l'a aidé à aller encore plus loin dans son cheminement dans la vie d'adulte autonome et responsable. Aujourd'hui, Charlie est un trentenaire à la fois heureux en ménage et l'heureux propriétaire d'une maison à plusieurs kilomètres de chez ses parents. 2 victoires qu'il était loin d'imaginer être capable de remporter. Voici 3 leçons que le témoignage de Charlie nous enseigne ou nous rappelle. La première leçon, c'est qu'on peut avoir les meilleures intentions du monde et aimer plus que tout son enfant. La surprotection n'est pas un ami de la relation. Elle est profondément dommageable. La maman de Charlie pensait bien faire et elle s'en est énormément voulu quand son fils lui a exprimé combien il lui en voulait. Elle a fait tout son possible pour que Charlie sorte de la bulle de protection dans laquelle elle lui avait involontairement appris à s'enfermer. La deuxième leçon, c'est qu'un moyen plus efficace que la surprotection pour protéger son enfant, c'est de l'aider à s'équiper pour affronter la vie. L'un des meilleurs moyens d'empêcher votre enfant de se faire mal, c'est de lui apprendre comment s'y prendre. Ce n'est pas de l'empêcher de faire des expériences douloureuses qui va le protéger, c'est de faire de la prévention, en lui expliquant ce qui est douloureux, ce qui ne l'est pas, quels sont les dangers et les alternatives les plus sécurisées. C'est aussi lui expliquer quoi faire quand une situation compliquée se présente. C'est une fois que Charlie s'est senti équipé qu'il a pu à nouveau sortir de chez lui. Tant qu'il se sentait incapable d'affronter les situations de la vie, ça lui semblait impossible. Avec la psychothérapie, il s'est rendu compte que tous les matériaux nécessaires à son équipement sont en lui. Il avait juste besoin d'un coup de pouce pour s'en rendre compte et les utiliser de manière efficace. La troisième leçon, si vous souffrez des conséquences d'une surprotection vécue pendant plusieurs années, c'est que vous avez la possibilité de faire un travail sur vous pour ne plus vous enfermer dans la peur, l'angoisse et l'insécurité. Il est encore possible de fabriquer votre équipement, un équipement ajusté à vos besoins pour faire face à la vie. Voilà, on arrive à la fin de ce 24e épisode de Relationnellement Vôtre. Si vous avez des questions, des suggestions, ou si vous aussi vous avez un témoignage à partager au sujet de la surprotection,
Je pourrais le publier sur Instagram en respectant votre anonymat ou le pseudo que vous proposerez. Et du coup, je vous invite à envoyer un message à Relationnellement Vôtre pour nous le partager. Vous pouvez le faire directement sur le site www.relationnellementvôtre.fr en cliquant tout en haut à droite sur Contact ou tout en bas de la page sur Je contacte Relationnellement Vôtre. Comme annoncé en introduction, il y a d'autres faux amis dont j'aimerais vous parler, d'autres comportements inspirés d'une démarche bienveillante mais qui malheureusement font plus de mal que de bien à la relation et à ses membres. On se retrouve donc la semaine prochaine pour parler du deuxième faux ami, à savoir l'absence de limite ou la tolérance excessive, un sujet qui promet d'être intéressant. En tout cas, continuez à prendre bien soin de vous surtout, et on se dit à très vite, relationnellement vôtre.